Juin 40. La France est dépassée sur tous les fronts. Elle se perd dans l'abîme d'une guerre qui marquera les esprits d'une population encore traumatisée par le souvenir de la Première Guerre. Déstabilisée par, désormais, l'occupation allemande et le nouveau gouvernement dirigé par un certain Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale. Rendons hommage à ceux qui, dès l'automne 1940, dans les grandes villes, comme dans les campagnes, se sont battus pour la liberté de la France. Comprendre, résister, refuser. Le gouvernement français a notifié aux puissances l'état de guerre avec le Reich. La guerre est déclarée en septembre 1939. La France se tient prête, sûre de ses forces. La réalité sera tout autre. Le 10 mai 1940, la guerre réelle commence. Cet esprit dominateur s'amenuise quand la dure réalité s'installe. La France est piégée par l'offensive surprise de la Wehrmacht dans les Ardennes. Le courage et la force des soldats se délitent petit à petit. L'édifice militaire et politique s'écroule petit à petit et rapidement. Mais certains ont déjà compris et intègrent un esprit de résistance. Le général Frère, brillant commandant de la 7e armée, a les mots forts. Je connais les efforts surhumains que vous avez dû fournir. Si je vous les ai demandés, c'est pour éviter la honte et les misères d'une capitulation en rase campagne. Jusqu'à l'armistice, la 7e armée se battra courageusement sans être battue. Vous représentez une force contre laquelle l'ennemi s'est brisé et qu'il n'a pu dissocier. Belfort, ville émérite de la guerre franco-prussienne, est normalement pivot de la résistance de la 8e armée du général Laure. Belfort sait résister, en démontre l'immense statue représentant le courage et l'abnégation des vénéreux soldats sous le siège de 1870 à 1871. Le 10 mai, les premières informations parviennent à la Cité du Lion. Les mauvaises nouvelles arrivent sur l'avancée des Allemands. La panique s'installe, ce qui poussera plus de 15 000 Belfortins à quitter la ville. Si dans les premiers jours, on essaie de suivre attentivement, très vite, la peur puis la panique vont se répandre dans la population parce qu'on voit bien que les troupes allemandes avancent un peu inexorablement. Le 14 juin, on apprend que Paris est déclarée ville ouverte, mais déjà la Bretagne est occupée et les Allemands avancent vers le sud de la France. Donc à Belfort, aussi bien pour les civils que pour les militaires, c'est un peu la panique. Beaucoup d'habitants de la ville vont essayer de s'enfuir. Le préfet donne le chiffre de environ 15 000. Voilà, donc ça donne une idée. Belfort a 45 000 habitants à l'époque, avant la guerre. Donc environ 15 000 sont partis soit en voiture, pour les plus fortunés, tant qu'ils ont pu trouver de l'essence, ou aussi par le train. Strasbourg est même évacuée pour mettre la population à l'abri des risques de guerre. Tout le nord et l'est sont impactés par le départ de masse de la population. Les gens partent dans l'inconnu. Certaines familles se perdent en espérant se revoir prochainement. Ma chère petite Violette,
voilà la 3e fois que je t'écris. Après un voyage sans bombardement, nous sommes arrivés à Gazelle. C'est le nom de la ferme, à 5 heures du soir. Arlette, fillette de 15 ans, raconte son exode à son amie Violette. À Belfort, les Allemands sont encore attendus par les soldats. Les soldats ont répondu à la mobilisation. Alors, si on compare avec 1914, il n'y a pas vraiment le même enthousiasme qu'en 1914. On dit plutôt que les soldats, ils viennent, ils répondent à la mobilisation, on dit qu'ils sont plutôt résignés. Et il y a un petit mot qui a attiré mon attention. Dans les articles de journaux, au début, on parle de les soldats, on ne dit pas les soldats ou les mobilisés, on dit les poilus. Or, les poilus, c'est les soldats de 14-18. Et côté français, on continue à les appeler poilus, c'est-à-dire des soldats qui sont immobilisés dans des tranchées et à qui on demande de sortir des tranchées de temps en temps. Donc une guerre plutôt statique. Alors que les Allemands, ils ont une guerre de mouvement, la fameuse Blitzkrieg. En effet, on ne s'attend pas à une guerre de mouvement. On démonte les tranchées construites par des brigades à Giromagny. Nous sommes le samedi 15 juin à Belfort. Le général Laure dirige la 8e armée responsable de la ville. Les décisions prises par ce général Laure sont incompréhensibles. Ordre, contre-ordre, désordre. Alors, un des régiments, qui était le régiment protecteur de Belfort, oui, a été évacué. On lui a donné l'ordre de quitter la ville forte. On dit souvent secteur fortifié de Belfort. On lui a donné l'ordre de quitter Belfort le 15 juin. Donc 3 jours avant l'arrivée des Allemands, et de partir vers le sud. Un peu comme la population du reste de la France qui s'enfuyait devant les Allemands. Le régiment, il n'a pas fui, on lui a donné l'ordre. Mais pourquoi cet ordre a été donné? Les capitaines qui sur place dans Belfort, qui réfléchissaient un peu, se demandaient pourquoi on donnait cet ordre. Mais c'est vraiment une désorganisation du haut commandement militaire. Et ça va continuer, c'est pas tout. On ne sait pas où sont les Allemands. Belfort est privé de ses forces mobiles. Mais que veut donc l'état-major? Le 17 juin, la ceinture fortifiée est désarmée. Alors, le 17 juin, pourquoi les grands forts comme Bessancourt, Vézelois ont été désarmés, en tout cas leur artillerie ne fonctionnait plus, je ne peux pas vous l'expliquer. Personne ne comprend cette décision absurde, vraiment absurde. Le seul fort qui est resté intact, c'est le fort d'Europe, qui est au nord-est de Belfort, qui est le plus proche de l'ancienne frontière allemande. Les autres forts sont devenus inopérants. Alors, comment le justifier? C'est quasi impossible. On peut se dire que l'état-major a quelque part perdu la tête à Belfort. Le haut commandement à Belfort, ils ne savent plus où ils en sont. Ils ne savent même pas où sont les troupes allemandes. Il y a dans l'abandon des forts extérieurs quelque chose qui échappe au bon sens. Belfort ne peut plus s'appuyer sur les forts de la ceinture extérieure. N'oublions pas l'événement qui pour beaucoup reste le plus saillant de cette journée du 17 juin. L'allocution du maréchal Pétain, nouveau chef de l'État, qui demande de cesser le combat en vue d'un armistice. Français, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Il faut éviter que ce discours atteigne la force des soldats, encore en guerre. Le lieutenant-colonel Davisme n'a pas d'hésitation. Ordre est donné au chef de bataillon de dire aux officiers que ce discours a certainement été prononcé non par le maréchal, mais par un speaker à la solde de l'Allemagne. Les officiers des régiments qui attendent encore l'arrivée des Allemands sont abattus. L'atmosphère est funèbre. Nous sommes atterrés. C'est dans cette émanation que Belfort est tombé le 18 juin. Le 17 au soir, que les Allemands seraient à Montbéliard.
Donc vous voyez où est Montbéliard, au sud de Belfort. Ça veut dire que les Allemands vont arriver par le sud, alors que l'Allemagne est au nord-est du territoire. Il y a quelque chose d'assez invraisemblable. Et il raconte aussi que pendant le 16, le 17 juin, où les troupes vont être de plus en plus en désordre, certains hommes vont perdre leur régiment, et deviennent indisciplinés. Il y a des pillages en ville et les responsables ont bien du mal à ramener un semblant d'ordre. En tout cas, dans la nuit, et les Allemands attendent la levée du jour pour entrer dans Belfort. Voilà. Et ils entrent à Belfort vers 5 heures du matin, par le sud, comme prévu, par la commune de Danjoutin. Et ils se déploient assez facilement dans la ville. Il y a quelques points de riposte, quelques tirs depuis la citadelle. On peut dire que la ville de Belfort va tomber sans gloire, vraiment. On est loin des paroles héroïques, le lion défend Belfort, etc. Donc, là, c'est pas du tout le cas pour le 18 juin 40. Et les Allemands avancent et ils sont sur la place de la préfecture, place de la République aujourd'hui, et de là, ils continuent à tirer. Et 2 officiers pris que les Allemands choisissent dans les prisonniers de guerre déjà, sont envoyés à la citadelle pour demander à la citadelle de se rendre. Alors, ces 2 hommes, c'est des officiers, donc dégradés, avancent vers la citadelle. Vous voyez, il y a un pont-levis. Le pont-levis est levé. Et un garde français de la citadelle tue un des envoyés français. C'est vous dire le désordre ambiant. Le fort de la Justice, vieux fort obsolète, Antérieur au système serré de rivière, situé au nord-est de Belfort, essayera de résister pendant plus de 9 heures. Miraculeusement, causant 32 morts, le dernier fort qui tombera est le fort d'Europe du capitaine Poulain, qui, malgré la prise de Belfort, résistera. Notre mission est de défendre l'ouvrage sans esprit de recul. Le manque d'eau enverra le capitaine Poulain rencontrer les émissaires allemands. un silence règne dans la salle. Le visage des officiers français sont graves. Le fort d'Europe doit lui aussi capituler. La bataille de France aura été une débâcle. Mais dans cette défaite, certains auront montré un esprit de résistance. Des perspectives seront esquissées pour l'avenir. Un armistice a été signé le 22 juin en présence de Monsieur l'ambassadeur Noël et du général Hutzinger. Les conditions dictées par Hitler sont terribles. La France est littéralement coupée en deux. Dont une dite libre. La zone libre est dirigée par Philippe Pétain, nouveau chef de l'État, qui instaure son régime, le régime de Vichy. Place maintenant à l'occupation, une des périodes les plus sombres de l'histoire de France, l'occupation allemande. La France est morcelée en plusieurs parties et doit subir la présence allemande au quotidien. Tout est raccroché au Reich. L'heure est avancée pour correspondre à celle de Berlin. Les panneaux aussi sont changés. Ils investissent les maisons, les immeubles. Alors, sur ce plan de Belfort de 1940, on a porté tous les lieux, les bâtiments officiels occupés par les Allemands à partir de l'été 1940. Donc vous voyez, là, il figure en rouge. Donc il y a d'une part les casernes, le parc d'artillerie qui est ici, les différentes casernes de la ville. Même la préfecture a été occupée temporairement jusqu'à la fin de l'année 40, en partie seulement. Le lycée de garçons, qui s'appelle maintenant lycée Condorcet, a été occupé aussi. Les conditions de vie sont encore plus dures, comme pour se nourrir, avec des cartes de rationnement. La nourriture manque. Dans un délit de boisson, il a qualifié de boche des soldats allemands. 1 an de prison pour Émile Pelletier, pour refus de l'occupation allemande. Ces signes s'enchaîneront pendant l'été 40. Manifestants,
sur le sursaut d'une population malmenée. Étienne Achavanne, Jacques Bonsergent sont tous deux condamnés à mort pour signe de résistance face à l'occupant. Dès août, des affiches sont placardées pour demander d'arrêter tout signe hostile aux Allemands. Au lycée de garçons, par exemple, il y a une professeure, fin 40 déjà, qui a été prise en train de donner des vêtements civils. Elle a été arrêtée et condamnée à 3 semaines de prison. Et elle a été remplacée par un professeur que les élèves ont chahuté pour montrer leur soutien à leur vrai professeur. Et les 6 élèves chahuteurs ont été mis à la porte du lycée. Certains veulent transmettre l'espoir. Des premières tracts circulent évidemment clandestinement, ou même un journal qui apparaît en décembre 1940. Son éditorial débute en ces termes. Résister, c'est le cri qui sort de votre cœur à tous, dans la détresse où vous a laissé le désastre de la patrie. L'ingéniosité est permanente pour faire passer des messages d'espoir et railler les Allemands et Vichy. La nation abaissée, la gloire effacée, les places fortes occupées, les provinces cédées, le peuple hébété, les lois éludées, la justice achetée, la liberté éphémère, le prix des denrées élevé, la ruine achevée, la honte vécue, mais l'espoir est resté. Résistant de 1940, Paul Köpfler se fit passeur en aidant de nombreuses personnes à atteindre la ligne de démarcation pour Noël. Cet acte héroïque lui coûta la vie. Daniel Zanotti est italien. Il vit à Belfort et décida de se joindre à la France en refusant de s'engager dans l'armée de Mussolini. Rescapé des combats de juin 40, rejoint le général de Gaulle après son appel de résistance du 18 juin. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise. Il rejoint désormais la France libre à Londres qui rassemble les résistants de la première heure, des soldats qui ont pu s'enfuir depuis Dunkerque. Avec leur outil principal de communication, Radio Londres, qu'écoutent clandestinement de plus en plus de Français. Redonne espoir en instituant la campagne des V. V pour victoire. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V. Comprendre, refuser, résister. Surpassant le tracas de l'effondrement. De Londres à Paris, en passant par Belfort, ils ont montré un esprit audacieux, courageux, pour défendre leur patrie, souillée par de pouvoirs ennemis. La flamme de la résistance s'allume en 1940. Elle n'est pas prête de s'éteindre.